Mes chers camarades, bien le bonjour et bienvenue dans cet épisode un petit peu spécial, comme on dit à peu près toutes les 2 vidéos sur YouTube, puisque cet épisode, c'est le premier épisode en direct sur la chaîne Twitch de la chaîne et je pense qu'on peut fêter ça, voilà, on peut fêter ça. C'est le premier épisode en live pour parler du voyage dans l'Empire romain et cette vidéo que vous regardez, c'est une version condensée du live que nous sommes en train de faire sur Twitch. Abonnez-vous. Combien de temps on met pour aller d'un point A à un point B dans cet empire romain, et particulièrement parce que ça me tient à cœur, voilà, parce que je le faisais beaucoup quand j'étais petit, le Paris-Marseille. Combien de temps on mettait pour faire un Paris-Marseille dans l'Antiquité romaine? Donc on va voir ça ensemble et on va le voir à travers un outil assez incroyable qui s'appelle Orbis. Et Orbis, c'est un espèce de Google Maps de l'Empire romain qui a été développé dès 2012 par l'université de Stanford. Et donc c'est un modèle de simulation qu'ils ont perfectionné depuis 8 ans. On va s'en servir comme prétexte pour voyager un petit peu dans cet empire romain, mais on va aussi revenir sur la manière dont l'université de Stanford a travaillé pour développer tout ça. Voilà. Petit point sur les routes que l'on emprunte durant cette période qui s'étale sur pas mal de temps, il faut bien le dire, 6 ou 7 siècles quand même. La manière dont le réseau a été construit, il a été construit vraiment principalement, ces routes dans l'Empire, pour soutenir une vision stratégique et politique. Le but du jeu, c'est que plus l'Empire s'étendait, plus il était compliqué, les distances se rallongeaient, et il fallait pouvoir les raccourcir pour intervenir le plus vite possible en cas de pépin. Et c'est pour ça que la plupart des routes de l'Empire romain sont assez droite, les gars, ils allaient à l'essentiel. Le but du jeu, c'était de pouvoir se dire, merde, s'il y a un problème de l'autre côté de l'Empire, faut qu'on envoie nos troupes, on trace tout droit et on y va. Et donc c'est principalement pour ça que, je reviens sur la carte, les routes sont assez droites, comme vous pouvez le voir en filigrane, notamment en Gaule ou à Rome. Voilà, vous le voyez. Là, il y a pas mal de petits points qui symbolisent différentes villes qu'on peut trouver dans cet empire. La caméra bouge à l'aide. Ah, mais c'est parce que je tape ça. Si je tape, effectivement, ça bouge. La toute première route qui va être développée sous l'Empire romain, dans ce qui va être l'Empire, c'est au 3e siècle avant notre ère, et c'est une route qu'on appelle la Via Appia, et qui va faire à terme 500 km. Alors la Via Appia, je vous le montre un petit peu, ça va relier Rome jusqu'à une ville qu'on appelle Capoue, qui s'appelle Casinum, en latin. Voilà. Ça, c'est la toute première route qui a été construite vraiment au 3e siècle avant notre ère. Mais c'est pas la Via Appia que l'on connaît, puisque elle a ensuite été étendue jusqu'à une ville qui s'appelle Bringe et qui s'appelle, d'après mes petites notes, Brundisium. Voilà. Et donc vous le voyez, ça, la Via Appia, c'est la première route que l'on pouvait emprunter. On va progressivement étendre ces routes au fur et à mesure que l'Empire grandit, et il va principalement renforcer son expansion, on va dire, durant les 2 premiers siècles de notre ère, sous ce qu'on appelle la Pax Romana qui a été instaurée par Auguste. Alors pour le coup, c'est une grande période de paix, de développement. Je mets des guillemets parce que c'est pas tout à fait vrai, il y a des exceptions, mais en tout cas, c'est principalement pendant cette période-là que va pouvoir s'étendre ce réseau qui va être absolument énorme, puisque à terme, on arrivera à des routes qui feront près de 85 000 kilomètres de routes cumulées. C'est beaucoup, voilà, c'est beaucoup, ça fait beaucoup de kilomètres à pied. En tout cas, si on regarde le site d'Orbis, on peut voir un truc quand même sur ce trajet de Rome jusqu'à Brundisium. C'est qu'en bas, à gauche de l'écran, il nous dit qu'en gros, le plus rapide pour aller de Rome jusqu'à Brundisium, c'est d'y aller au mois de juillet. Ça prend 18 jours pour faire 539 km. Voilà, donc c'est pas mal. On a aussi des routes maritimes. Vous le voyez ici. Alors ces routes maritimes là, on va y revenir aussi après, mais c'est des routes qui ont été extrapolées ou
pas extrapolées, mais en tout cas qui ont été ajoutées de manière pratique, hein, qui ont été déduites de par plein de facteurs. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il n'y avait pas de ligne récurrente qui faisait les trajets de tel port à tel port pour le transport des marchandises ou autres. Hein. C'est les routes maritimes, il n'y en a pas vraiment. En fait, à cette époque-là, on fait surtout ce qu'on appelle du cabotage, c'est-à-dire qu'on va longer les côtes pour transporter les biens, les marchandises et parfois les hommes. Mais pour le coup, c'est un moyen de transport en plus qui coûte assez cher, puisque les bateaux, ça coûte très cher à fabriquer, que durant certaines périodes, c'est assez dangereux parce qu'on peut être victime d'attaques. Il y a aussi les conditions climatiques qui sont pas évidentes, et c'est pour ça qu'on prend pas souvent la haute mer non plus. Donc ça arrive, hein, bien évidemment, et il y a des bateaux qui le font, mais c'est un truc, c'est pas le commun des mortels, c'est pas le pecno du coin qui va se retrouver sur le bateau. Pour le coup, c'est surtout pour des gros voyages diplomatiques parfois, ou des gros richards qui vont pouvoir se permettre de prendre ce type de bateau. On s'en rend pas compte, mais l'Empire romain à son apogée, si on regarde un petit peu cette carte, il s'étend quand même sur 3 continents, hein, ce qui est quand même énorme, et à son apogée, ça représentait quand même un quart de l'humanité. Donc vous imaginez bien les besoins logistiques qu'il devait y avoir derrière. C'est quand même assez ouf de se dire que ça a pu concentrer un quart de l'humanité et qu'il fallait gérer ça sous une administration. C'était compliqué, je pense. Ça finit à quelle heure le live? T'as déjà envie de te barrer, toi? Bah merci, ok, allez, salut. En tout cas, quand on voit ce réseau qui émerge, on peut se poser la question de pourquoi on voyageait dans cet empire. Alors, il y a tout un tas de raisons, hein, et finalement, c'est un peu comme de nos jours, on va dire, sauf que c'était il y a 2000 ans, donc c'est pas vraiment de nos jours, mais il y a tout un tas de raisons qui fait qu'on peut voyager dans cet empire. Alors la première raison, ça peut être pour des fêtes religieuses, mais pour le coup, les fêtes religieuses, c'est pas ce qui va te motiver à partir de l'autre côté de l'empire. Hein, les fêtes religieuses, c'est souvent des trucs qu'on fait pas très très loin de chez soi. Le quidam moyen ne va pas traverser toute la Gaule pour aller faire une offrande, clairement. On se déplace pour le coup pour aller faire la guerre. Ça, c'est évident, puisque durant toute l'histoire de l'Empire et de la civilisation romaine, il va falloir se déplacer pour aller se battre contre les barbares, par exemple. Bon voilà, il faut pouvoir se déplacer et emprunter ce réseau-là pour aller faire la guerre, pour soutenir des alliances, pour protéger les frontières, tout simplement. On a aussi donc les missions officielles qui vont pouvoir être accomplies par des diplomates, des ambassadeurs, en gros les fonctionnaires de l'Empire. Donc pour faire fonctionner cet empire, on a besoin d'ambassadeurs, de diplomates qui vont faire des missions, et donc là ils vont pouvoir se déplacer sur ces routes-là ou par bateau, bien évidemment. Fièvre de l'Eldorado, voilà. Mais n'empêche, il y a des expéditions qui sont menées. D'ailleurs, j'ai une série qui est dédiée à ça sur Nota Bene avec les grands explorateurs. Et dedans, vous le verrez, dès l'Antiquité, il y a eu plusieurs explorateurs qui sont partis et qui ont pu découvrir des côtes de l'Afrique notamment pour établir des comptoirs. C'était important pour pouvoir développer de nouvelles relations commerciales, mais aussi pour conquérir de nouvelles terres, hein, tout simplement, et pouvoir asseoir sa domination. Donc, comme je le disais, il y a ces explorations de nouvelles terres, et puis donc il y a les marchands, hein, évidemment, pour vendre leurs produits. Ça c'est hyper important pour eux de pouvoir se déplacer. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, on va y revenir après, sur Orbis, le fameux outil qui est à notre disposition grâce à l'université de Stanford, eh bien c'est qu'on peut évaluer les coûts, notamment grosso modo, hein, la marge des différents voyages. Par exemple, tout à l'heure, pour relier Rome à Bringes, à Brundisium, où on mettait 18 jours, 539 km, eh bien, on a Orbis qui nous renseigne et qui nous dit que eh bien, si on transporte ça par âne, ça nous coûte 15 deniers par kilogramme de blé. Donc voilà, je reviendrai après sur les prix une fois qu'on examinera vraiment la carte et son fonctionnement. On reviendra sur les prix et sur les équivalences que ça peut avoir. Mais en tout cas, c'est intéressant parce que ça permet aussi de dégager certaines idées comme ça de combien coûtait un voyage, et ça nous permettra de voir que c'était pas si évident que ça, que pas
tout le monde pouvait se le permettre. Hein. On a Odium qui nous dit l'établissement des routes devait aussi énormément accélérer les communications pour l'époque et devait donner un net avantage sur d'autres civilisations alentour. Justement, une des raisons, qui fait qu'on pouvait emprunter ce réseau de routes de l'Empire, c'était aussi, effectivement, comme tu le dis, la communication et notamment le courrier postal. Alors là, je vous renvoie aussi à l'épisode que j'ai fait spécial sur le courrier postal. Je l'ai fait il y a pas très longtemps sur la chaîne et notamment, je vous parlais de ce qu'on appelle le cursus publicus. Hein, et ça, pour le coup, ça a permis de faire voyager le courrier de manière assez rapide dans tout l'Empire, même si c'était une infrastructure qui était réservée pour le coup à l'Empire en tant que tel et donc à l'administration. Hein. Il n'y avait pas encore de système de courrier privé, ça c'était pas possible. Par contre on avait un système de poste qui était en vigueur, qui était très efficace et on en reparlera peut-être tout à l'heure. Et puis donc on pouvait aussi emprunter ces routes-là si on était par exemple dans une troupe de spectacle, hein, des troupes qui vont tourner de manière régulière, qui vont faire différentes villes pour se produire. Donc là forcément c'est des troupes itinérantes qui vont pouvoir bouger. Et on a aussi des artisans qualifiés. Hein, ça c'est clair et net. Des banquiers, parce que les banquiers, il faut pouvoir trouver des bons banquiers aussi. Des médecins, parce que les médecins, c'est pas partout qu'on peut former des médecins. Et donc on a des médecins qui sont réputés et qui peuvent parcourir les routes pour aller soigner des camarades. Donc, il y a quelqu'un qui me posait la question sur le voyage privé et donc le tourisme. Est-ce qu'il y avait du tourisme? Est-ce qu'on se déplaçait pour le tourisme dans l'Empire? Alors, clairement, ça existait déjà, hein, les gens qui allaient à la plage, mais c'était pas du tourisme de masse comme nous on peut connaître. Hein, il y avait des touristes entre guillemets, mais qui étaient très privilégiés. C'était des gens riches, quoi, qui pouvaient profiter d'un voyage, qui pouvaient profiter d'une occasion pour aller visiter ou voir tel ou tel truc. Hein. Ils prenaient un guide et qui pouvait éventuellement leur faire découvrir quelques trucs, mais c'était pas un truc ultra répandu non plus, d'après ce que j'en ai lu. Hein, voilà. Mais on n'a pas tous les habitants de l'Empire qui vont migrer massivement vers les côtes italiennes avec leur parasol l'été. Hein. Clairement, c'est pas ça du tout. Oui, c'est vrai qu'on peut voyager aussi pour des raisons de santé, hein, puisque alors il y a des médecins qui sont, comme je l'ai dit, très réputés et qui peuvent se déplacer, mais quand on est malade, on peut aussi se déplacer pour aller à des endroits bien spécifiques. Alors là, on parle pas de l'Empire romain, mais je vous invite à aller voir ma vidéo reportage sur Assassin's Creed Odyssey, où j'avais été faire un road trip pour le coup en Grèce, hein, pour voir un peu les différences ou les similarités qu'il pouvait y avoir, comment est-ce qu'ils ont reconstitué certains lieux dans Assassin's Creed Odyssey, et pour le coup, ils avaient reconstruit le sanctuaire d'Asclépios, qui se trouve à Épidore. Et donc le sanctuaire d'Asclépios, pour les Grecs, c'était un endroit où vraiment on venait de toute la Méditerranée pour aller se faire soigner, parce qu'il y avait des médecins qui étaient réputés là-bas, parce qu'ils avaient des infrastructures, et donc voilà, on peut imaginer que c'est la même chose chez les Romains. Ils peuvent se déplacer aussi pour aller se soigner, suivre voilà une cure, parce qu'il y a des termes, hein, qui sont connus, notamment en Turquie, il y avait des grandes stations thermales aussi qui étaient connues là-bas. Donc on l'a dit, le voyage, ça peut être pour tout un tas de régions, à courte échelle, on va dire, les fêtes religieuses, ça peut être la guerre, ça peut être les missions officielles, l'exploration de nouvelles terres, on l'a dit, le commerce, le tourisme, même s'il y en a relativement peu, que c'est réservé aux riches, la santé, globalement, et puis aussi pour aller faire ses études, hein, parce que pour le coup, faire ses études, on les fait pas n'importe où, et qu'il y a certains aristocrates qui vont devoir envoyer leur progéniture dans certaines villes pour aller faire des études, et on n'oublie pas, hein, que en Gaule par exemple, les fils d'aristocrates de différents clans gaulois, des différentes tribus gauloises, vont être envoyés à Rome notamment pour apprendre l'art de la guerre et être éduqués. Et on aura même Vercingétorix, hein, qui sera le compagnon de tente de César. Avant de se foutre sur la tronche, ils étaient compagnons de tente, ce qui explique pourquoi Vercingétorix d'ailleurs connaissait plutôt bien les tactiques militaires employées par Rome. Hein. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on voyage dans l'Empire romain? Alors,
là c'est un petit peu la fête du slip, hein. En vrai, on peut se déplacer de pas mal de manières. Et la première des manières, évidemment, c'est avec ses pieds. C'est pas toujours très agréable, mais on peut se déplacer à pied dans l'Empire romain. Oui, hein, tout à fait. Donc c'est long, mais c'est moins cher. Mais c'est long. Voilà. Donc on peut se déplacer à pied. Alors à pied, c'est pareil, hein, on peut se déplacer à pied en étant un militaire qui fait des marches. On peut se déplacer à pied avec du bétail, par exemple. Et alors là, si on se déplace à pied avec du bétail, autant vous dire qu'on fait du 2 km/h. On va vraiment pas vite. Hein. Il faut vraiment pas être très pressé ou pas entreprendre la grande traversée de tout l'Empire. Donc comment on voyage ? On voyage à pied. Je l'ai dit. En tout cas, surtout pour les militaires. Et là, pour le coup, on a plusieurs compagnies modernes, notamment la Légion 8 Augusta, que j'avais rencontré à une ou deux occasions sur des événements avec qui j'ai pu discuter, qui eux ont fait plusieurs marches expérimentales. Et donc là on n'est pas sur des déplacements de troupes qui sont massifs, hein, clairement, mais on est sur des groupes de 5-6 personnes qui s'amusent pour le coup à relier un point A à un point B avec des tenues. Donc Légion 8 Augusta, n'hésitez pas à aller voir leur site, c'est assez intéressant. Ils détaillent un petit peu leur marche expérimentale et au-delà de ça, ça vous permet de découvrir aussi des jolies photos. Là en l'occurrence, il y avait un voyage de 2017 hein, où il y a 6 gars qui étaient partis avec des pactages de 30 kilos chacun pour parcourir 120 km quand même en tenue de légionnaire avec les chaussures cloutées, la cotte de maille, la tunique, tout le barda quoi. Donc pour se déplacer dans l'Empire, comme je le disais, on a beaucoup de véhicules aussi. Hein. On peut se déplacer à pied, mais on peut se déplacer avec des véhicules. Et alors là, on a beaucoup de choix. Hein. Il y avait par exemple des voitures lourdes qui pouvaient transporter près d'une demi-tonne de marchandises, ce qui est quand même beaucoup. On avait aussi des chars. Alors on avait des chars à 2 roues, on avait des chars à 4 roues qui étaient tirés par un ou plusieurs chevaux. Ça dépend vraiment du gabarit du chariot. Ça dépend des moyens de la personne qui se déplace avec ce chariot, ça dépend de la quantité de choses qu'il y a à transporter, bref, voilà, enfin, vous m'avez compris, mais en tout cas, il y a différents types de chariots qui existent, 2 roues, 4 roues, ça c'est sûr. Il y a vraiment des charrettes de pauvres hein, qui étaient à 2 doigts de tomber en rade sur le bord de la route, et puis il y avait des trucs qui étaient incroyables, des petits bijoux quoi pour les riches, hein, qui avaient les thunes pour se les payer. Et d'ailleurs, les plus riches souvent ils avaient de chevaux, hein, là où les pauvres pouvaient plus se contenter d'un âne par exemple pour se déplacer ou d'un bœuf pour tracter la charrette hein, tout simplement. Comme on dit, rouler jeunesse quand on se fout sur le chariot en voiture Simone, voilà. Si on veut aller vite pour se déplacer, on a l'histoire de pouvoir louer un cheval. Mais clairement ça coûte cher et on a un problème, c'est que les routes sont pavées. Et du coup, galoper pour le coup sur les pavés, c'est pas possible, ça fait mal. Du coup, c'est pour ça que souvent, à côté des routes pavées, il y avait des routes en terre que les types pouvaient emprunter pour galoper plus vite, hein, tout simplement. Donc, on peut voyager aussi en bateau, comme je vous l'ai dit. Vous voyez, il y a différentes routes qui ont été modélisées sur Orbis, mais pour le coup, ça coûte très cher. Voilà, ça coûte très cher parce que ça va nécessiter quand même une grosse logistique, hein. Faut bien préparer les voyages, que un bateau ça coûte très cher, que si le bateau coule, les pertes sont absolument énormes, donc on peut pas forcément se le permettre. Quelqu'un me posait la question sur les relais ou les hôtels, je sais pas ce que tu disais exactement, mais en tout cas oui, il y avait des relais, j'en parlais justement dans la vidéo sur l'histoire du courrier postal. Il y avait des relais qui existaient sur le bord de la route où on pouvait se reposer durant la nuit. Alors c'était des endroits qui étaient pas forcément hyper bien famés, hein, clairement, mais ça existait. Donc comme je reprends un petit peu ce que j'avais dit dans l'épisode sur le courrier postal, en gros on a le cursus publicus qui a été mis en place par Auguste pour faire voyager le courrier dans tout l'Empire. Et donc pour ce système de poste et pour les relais, on avait le long des voies romaines 2 types de relais principaux. On avait le mutatio d'un côté, en gros c'est tous les 10 à 18 km environ, donc c'est un petit bâtiment, ça sert juste à changer de cheval en gros. Et puis on a le mentio, là où c'est tous les 30 à 36 km, qui lui va plutôt être un lieu d'étape, hein, vraiment avec où il y a un gîte, un endroit pour dormir ou un endroit où on peut manger. Et puis il y a aussi un garage pour les véhicules.
comment est-ce qu'on se repère sur ce réseau. Parce que honnêtement, alors moi j'ai vécu pas mal de temps à Paris, et il m'arrivait régulièrement, dans les couloirs du métro, de voir des touristes ou des gens qui n'étaient pas habitués à Paris, en train de galérer de ouf, et qui étaient totalement paumés dans le métro parisien. Et donc quand on voit un réseau aussi dense que l'Empire romain, avec tous ces points-là, on peut se dire, comment est-ce qu'un type qui avait envie de se rendre de Corinthe, par exemple, à Lugdunum, va pouvoir se repérer dans ce réseau. On a plusieurs soucis qui vont pouvoir se poser. Le premier souci, déjà, c'est la barrière de la langue. Hein. Évidemment, la barrière de la langue, c'est un vrai problème puisque, eh bien, en fonction de la période, même à toutes les périodes, on parle pas forcément latin partout. Donc à un moment donné, quand tu pars d'un point A et puis que tu arrives à un point B et que t'as personne sur place qui parle ta langue, bon, t'arrives toujours à te faire comprendre hein, par des signes et autres. Vous l'avez peut-être tous déjà expérimenté si vous êtes parti à l'étranger et que vous connaissez pas la langue. Mais n'empêche que aujourd'hui, plus ou moins tout le monde sait baragouiner 2-3 mots d'anglais. Donc même si tu te retrouves dans un pays où tu connais que dalle la langue, il y a des chances que la personne en face connaisse 2-3 mots d'anglais et que tu puisses échanger avec lui. Bon là, c'était pas le cas du tout. Hein. Il n'y avait pas forcément de langue commune. Donc voilà, c'était un peu la galère. Et donc pour pallier ce problème, on a certains marchands ou certains, alors les marchands pour le coup ils se développent aussi, ils savent où ils vont hein, donc ils sont en terrain un peu connu, mais dans tous les cas ils peuvent faire appel à un guide par exemple qui lui connaît la langue ou connaît les locaux ou connaît le chemin pour pouvoir se repérer pour le coup sur le réseau romain. Il y a un truc assez rigolo que j'ai découvert, c'est que alors c'était pas un guide du routard hein, clairement, mais il existait déjà des cartes pour se repérer en fait sur ce réseau-là, même si c'était des cartes qui étaient assez spartiate, hein, sans mauvais jeu de mots, parce que du coup, spartiate, c'est plutôt côté grec. Mais donc des cartes qui étaient pas très bien foutues, qui étaient pas forcément à l'échelle, qui respectaient pas les distances. D'ailleurs, il y avait souvent même des trous dans ces cartes, hein, mais qui indiquaient les principales villes avec les principaux lieux d'échange, les principaux cols de montagne, par exemple. Bref, ça pouvait nous donner une indication sur où est-ce qu'on se trouvait et on pouvait se repérer grâce à ça en fonction des lieux où on était passé, etc. Donc ça se présentait sous forme de rouleau, voilà. Et ça on a pu en retrouver. Donc c'est le genre de truc qui existait. La carte Michelinum nous dit et Doudou. On arrive à la question pour laquelle on est là depuis 1 heure maintenant et que je vous tiens en haleine. Combien de temps on met pour voyager dans l'Empire romain? Et bah donc ça dépend de plein de trucs. Alors si on se met du coup sur cette carte, par exemple, si on a envie de répondre à la problématique que je posais dans le titre de la vidéo, à savoir combien de temps on met pour relier Paris à Marseille, eh ben on peut répondre via Orbis, tout simplement. Donc on a Paris, c'est Lutetia, et Marseille, donc Massilia. Et là, on va pouvoir calculate route, hein, comme dit le site, on va pouvoir calculer la route, et ça va nous dire que donc le trajet le plus rapide par la route pour aller de Lutèce à Massilia, eh bien c'est en juillet et ça prend environ 22 jours, voilà, presque 23 jours, et on a environ 1080 km de distance. Donc 22-23 jours, c'est quand même pas mal aussi, hein. Vous voyez que c'est un trajet qui va demander pas mal de préparation, hein. Et d'ailleurs les voyages, quand on prend la route pour aller voyager et se rendre d'un point A à un point B, faut bien avoir conscience que vous partez pas avec juste un petit sac à dos, hein, clairement. Vous partez avec tout le nécessaire pour faire la bouffe, pour tout ça. Donc c'est des voyages qui sont longs, qui demandent une certaine logistique et qu'on n'organise pas à l'arrache. On n'est pas dans la même logique qu'aujourd'hui, hein, et où on se dit bah tiens ouais je vais rendre visite à mes parents qui habitent à Strasbourg, je prends le train, j'en ai pour 4 heures et j'ai juste besoin d'un petit sac et je pars pour 2 jours, je mets mes chaussettes et voilà. Non, c'est pas
On n'est pas du tout là-dedans. C'est vraiment d'autres échelles de temps pour le coup, et ça, faut bien en avoir conscience. Puis c'est vrai que pour le coup, ça va dépendre de pas mal de trucs. C'est-à-dire que sur Orbis, ça, c'est en fonction de tout un tas de paramètres, mais on peut changer ces paramètres pour aller de Paris à Marseille. On peut changer le moyen de transport, on peut changer la saison, on peut changer plein de choses. On va le voir ensemble. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça met plus de temps de faire un Paris-Marseille quand tu le fais avec des bœufs qui marchent à 2 km/h que si tu prends un cheval et que pour le coup tu speeds à côté des routes pavées, hein, clairement. Donc on arrive vraiment là au point auquel je voulais vous emmener ce soir, à savoir la découverte d'Orbis et de ce site. Donc Orbis, comme je le disais, c'est une simulation qui a été lancée par l'université de Stanford, et je pense qu'il est assez important en fait de comprendre comment les types sont arrivés à ce modèle-là, ce que ça nous permet vraiment de faire, et quelles sont les contraintes de ce modèle. En gros, donc ça a été conçu Orbis par deux types. Donc d'une part, on a Walter Scheidel, qui est lui un historien qui est spécialisé dans l'histoire économique et sociale de l'Antiquité, donc qui est prof d'ailleurs à l'université de Stanford, qui est plutôt habitué à travailler avec d'autres corps scientifiques aussi, hein. Il a une approche très pluridisciplinaire de l'histoire et de l'Antiquité. Et puis de l'autre, on a Elijah Mix, qui lui est un spécialiste de la data visualization. En gros, c'est l'art de transformer tout plein de données dans des jolis graphiques ou des jolies images pour les rendre accessibles au grand public. Et donc c'est un type qui a travaillé notamment pour Netflix, et si aujourd'hui il a sa propre boîte de data visualization, il travaille aussi pour Apple. Enfin voilà, le gars, il a dédié sa vie aux data et à la mise en image de ces data. Et donc il y a ces deux types qui ont fusionné un peu leurs compétences, épaulés par des experts en informatique, épaulés par des étudiants, qui ont développé tous ensemble Orbis. Voilà. Mais ce qu'il faut mentionner tout de suite, dès qu'on arrive sur cette map, qui est particulièrement intéressante, comme vous voyez, on a quand même Alexandrie, on a Jérusalem, Antioche, Marseille, ça va jusqu'à Londres, hein, Londinium. Ce qui est vraiment super important de préciser, c'est que c'est une version simplifiée du réseau romain. Il n'y a pas toutes les routes, il n'y a pas non plus toutes les rivières ou les voies maritimes qui sont établies d'ailleurs, parce que celles qui sont établies là, elles correspondent pas vraiment à un protocole qui était mis en place, comme je l'ai dit tout à l'heure, ou à une réalité de lignes maritimes qui était mise en place de manière récurrente, hein, puisqu'il n'y en avait pas vraiment, il n'y avait pas le ferry qui partait tous les jours à 8h du matin pour aller destination voilà, Alexandrie, pour aller délivrer du blé, etc. Non, c'était des voyages qui étaient pas organisés comme ça, clairement. L'autre truc, effectivement, qu'il faut avoir à l'esprit, je l'ai évoqué tout à l'heure au début de l'épisode, eh bien, c'est que ce réseau-là, que l'on voit sur la carte, pour le coup, il s'étend du 3e siècle en gros avant notre ère, avec la première voie romaine qu'on a détaillée tout à l'heure, la Via Appia, jusqu'au 3e siècle de notre ère. Donc c'est 6 siècles quand même d'efforts, de développement de ce réseau de communication et de déplacement, et donc ça peut être anachronique en fonction de la situation dans laquelle on se pose. Donc il y a des routes qui existaient, il y a des routes qui n'existaient pas, donc tout ça est compacté de façon temporelle, et donc faut bien avoir cette limite là en tête quand on se balade sur Orbis. Le fait est que ce modèle là il va comprendre 632 sites pour l'instant, surtout des grandes villes, mais aussi donc des lieux d'échange importants ou d'écoles, hein, comme je le disais tout à l'heure, un peu comme les maps de l'époque, les guides de Michelinum. Et donc on va couvrir 10 millions de mètres carrés sur cette carte, qui recouvre le réseau de l'Empire. C'est un volume qui est plutôt intéressant. Et pour la simulation des déplacements sur mer, ils ont ajouté 301 sites qui vont servir de port maritime, entre lesquels ils vont pouvoir développer des réseaux, voilà, de bateaux. Donc c'est un réseau, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui va se développer sur 85 000 km de route. Alors là, plus précisément, hein, 84 631 km si on veut être précis. Mais donc ça fait quand même beaucoup de routes aussi et beaucoup d'itinéraires à couvrir. Et on a environ
28 272, je suis précis, kilomètres de rivières et canaux. Ce qui fait pas mal aussi à gérer, puisque dans la simulation qu'on peut faire sur cette carte, on peut le voir, on peut cocher les routes, on peut cocher le cabotage, hein, c'est le fait de passer de port en port ou de longer les côtes. On peut cocher les rivers, donc les rivières, ou open sea, donc là c'est la haute mer, où carrément on trace comme des points et on passe au milieu de la mer Méditerranée. Donc on a plusieurs options qui sont disponibles, plusieurs choix qui ont été étudiés, mais il n'y a pas l'entièreté du réseau qui a été reconstitué, mais ça vous fait quand même une bonne base, on va dire, pour simuler le trajet et pour donner une idée de combien de temps ça mettait pour faire un Paris-Marseille. En l'occurrence là, 22-23 jours comme on l'a dit tout à l'heure. À ça, on va rajouter donc d'autres facteurs, puisque les types vont jusqu'à simuler, on l'a dit un petit peu tout à l'heure, les conditions climatiques, et donc notamment des conditions de vent mensuelles, ou les courants d'eau, ou la hauteur des vagues aussi, pour le coup, qui ont été pris en compte pour les voyages en bateau. En tout, en connectant les différents ports, j'ai dit tout à l'heure, il y en avait 301 des sites, 301 ports maritimes. En connectant les différents ports, ils ont établi qu'il y avait environ un peu plus de 1000 routes maritimes. Et donc toutes ces routes maritimes sont soumises à ces aléas du vent, de la hauteur des vagues, des courants, etc. Donc on peut choisir entre 14 modes de transport sur Orbis. On a la charrette à bœuf, le portier, la charrette à mule, le voyageur à pied, l'armée en marche, le bétail avec des charges modérées, la caravane de chameaux, la marche militaire rapide sans bagages, le cheval avec cavalier pour un voyage de routine, les voyages privés de routine en mode rapide, le transport rapide tout court et le relais à cheval. Donc ça fait quand même pas mal de modes de transport qu'on peut expérimenter là-dessus, et vous le voyez, il y a déjà une indication là sur le site qui est assez intéressant, c'est qu'ils disent qu'en fonction du mode de transport, ils donnent une estimation du nombre de kilomètres parcourus par jour. En gros là, ils vous disent que à pied par exemple, en moyenne, on parcourt 30 km à pied. Un cheval, en moyenne, ça nous permet de parcourir 56 km par jour. Donc ce qui est plutôt pas mal, c'est le double de la distance si on était à pied. Et pour ce qui est du voyage fluvial, on a 25 rivières en tout qui sont praticables et 2 types de bateaux, voilà, qui sont utilisés sur ce modèle. Donc ce qui est pratique, c'est qu'on peut, grâce à tout ça, choisir notre mode de transport, voir combien de temps on met d'un point A à un point B, et je l'ai esquissé tout à l'heure, la fonctionnalité sympathique, c'est qu'on peut aussi, avec ce modèle, vous le voyez en bas sur mon écran, esquisser le coût d'un voyage. Et ça, c'est super important. Et là, il nous dit en gros le coût d'un voyage, le coût d'un kilogramme de blé pour un voyage. Donc là, par exemple, c'était de Lutèce à Marseille, ça nous coûte 14,6 deniers par kilogramme de blé. Si c'est transporté en âne, ça nous coûte presque 18 deniers si on le transporte en gros en charrette. Et si on veut transporter un passager dans une charrette, là, ça peut coûter jusqu'à 1020 deniers. Donc c'est beaucoup. Et justement, on va y revenir ensemble sur les prix parce que c'est vachement intéressant. Alors eux, ils se basent, Orbis, sur les prix au début du IVe siècle dans l'Empire romain. Et pourquoi ils se basent sur les prix du début du IVe siècle de l'Empire romain? Parce qu'à ce moment-là, on a le fameux édit Dioclétien, qu'on appelle l'édit du maximum, et qui en gros va essayer de plafonner les prix de tout un tas de denrées alimentaires, de matières premières, et même de plafonner les salaires. Donc ça va nous donner une idée vraiment très précise de combien pouvaient être payés les gens et quel était le prix des matières premières, avec voilà, tout ce que ça peut impliquer aussi, il faut le prendre avec des pincettes parce que c'est une indication, c'est les prix maximum, donc ça veut dire qu'ils pouvaient être en dessous. Et au-delà de ça, j'ai pu lire que après cet édit de Dioclétien et l'édit du maximum, il y a tout un tas de professions aussi qui pouvaient plus vendre leurs produits au prix qu'ils le souhaitaient, et donc il y a eu un développement assez hardcore du marché noir après cet édit-là. Donc il y a des prix qui sont des prix maximum dans l'édit, mais qui en fait étaient dépassés dans la réalité. En tout cas,
une des monnaies les plus utilisées dans l'Empire romain, c'était le denier, et un denier, ça vaut 16 as. Voilà. Et on peut avoir des informations, là, on va sur la page Wikipédia, tout simplement, de l'édit du maximum. On a quelques trucs sympas, donc je vais vous mettre la page Wikipédia. On peut voir, par exemple, que le prix du blé est de 100 deniers pour un modius de l'armée. Alors, le modius, c'est pour le coup, une unité de mesure qu'on utilisait. En gros, moi j'avais vu un modius de blé, en gros, d'après la Légion 8 Augusta, je l'avais trouvé sur leur site, c'est 6,5 kg de riz. Donc c'est vraiment, en gros, c'est un truc qui permet de mesurer voilà les quantités. Et donc on a 6,5 kg de riz dans un modius. Et donc dans ce truc qui contient 6,5 kg de riz, on peut faire rentrer du coup du blé. Et donc ça vaut un modius, 100 deniers, 60 deniers pour de l'orge, 100 deniers pour un modius de lentilles, par exemple, 30 pour de l'avoine, etc., etc. Et donc on a toutes ces denrées-là. On peut voir qu'il y a des prix plafonnés pour le cumin, pour la moutarde, pour les graines de radis, pour le gruau aussi, hein. Et aussi pour la viande. Voilà, on a le porc, on a le bœuf, le bœuf avec 8 deniers pour une livre italienne. Alors la livre italienne, en gros, c'est 324 grammes. Voilà, c'est pas vraiment pareil que la livre anglaise où là c'est un demi kilo en gros. Donc c'est un peu moins. Donc une livre italienne c'est 324 grammes et donc 324 grammes de bœuf c'était 8 deniers. En unité de mesure on a des onces aussi. Les onces en gros c'est 27 grammes. Donc c'est vraiment 27 grammes de saucisses de porc. Là c'est 12 deniers. Voilà, c'est plutôt cher quand même. Et donc ce qui est intéressant c'est aussi de voir les salaires. Là les salaires, on a par exemple la manœuvre agricole, donc c'est vraiment le salaire le plus bas je pense qu'on peut trouver, c'est 25 deniers par jour. Donc quelqu'un qui travaille une journée, un ouvrier agricole travaille une journée, il lui faut 4 jours pour s'acheter un modius de blé. Puis après on a des métiers là où ça sent le flouze, où ça sent clairement le flouze. Donc voilà un petit peu pour avoir des ordres de grandeur. Je vous remettrai aussi ça dans la description, hein, l'édit du maximum. Ça vous permettra de vous amuser un petit peu sur les équivalences, mais c'est sympa, je trouve, d'avoir une photographie à un instant T, même si c'est une idée qui peut être, enfin c'est une indication qui peut être biaisée par le marché noir ou par des prix moindres qui sont pratiqués. Ça nous donne quand même une première piste un peu tangible pour voir combien ça coûtait, et donc ça nous permet d'apprécier aussi le coût des trajets sur Orbis. Et là, si on se remet sur Orbis, on le voit, le coût d'un Paris-Marseille, on l'a dit, c'est quand même 1020 deniers. 1020 deniers, c'est balèze, hein, et pas tout le monde peut se le payer, hein, clairement en chariote. Tout ça c'est bien beau, mais il y a quand même des limites à ce merveilleux outil qui est Orbis, et que je vous invite très fortement à aller tester quand vous en aurez l'occasion. Alors déjà, on l'a dit quand même, ce modèle d'Orbis, il se limite aux axes principaux, hein. On n'a pas tous les petits axes, toutes les petites rivières, toutes les petites routes que l'on pouvait emprunter. On n'a pas l'échelle locale. Donc sur les déplacements plus locaux, ça reste encore un petit peu flou. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que la plupart des archéologues, eux, quand ils travaillent sur ces thématiques-là, eh bien, ils ont une idée un peu plus précise de ce qui se faisait d'un point de vue local. Donc, en mixant l'approche, on va dire macro, avec cette approche-là, eh ben, on peut avoir une idée un petit peu plus précise de ce à quoi il fallait s'attendre. Il y a aussi le sujet du temps. Je sais qu'il intègre certaines données dans son modèle, mais pas tout. Globalement, on n'a pas les indications ultra précises en cas de blocage de col, par exemple par la neige. Hein. On n'a pas d'ordre de grandeur sur les retards que peuvent provoquer des gros orages. Ou des chaleurs très étouffantes d'ailleurs, hein, parce que quand il fait très chaud, on peut pas courir, on peut pas marcher aussi loin. On n'a pas non plus de grosses indications sur les déplacements fluviaux, hein, là qui sont soumis à pas mal de contraintes, parce que quand il fait chaud, les rivières sont peu profondes, donc parfois on peut pas naviguer, tout simplement. Quand on est en plein hiver, on peut avoir des voies navigables qui sont prises dans les glaces, donc là c'est pareil, on peut pas naviguer. Puis les routes peuvent être aussi vulnérables aux inondations,
par exemple. Donc ça, il faut pouvoir le prendre aussi en compte, et c'est compliqué. Il peut y avoir sur des routes qui sont situées beaucoup plus au sud. Je pense là, je parle pas de la Gaule ou de l'Italie, mais je parle des routes par exemple au sud vers Carthage ou vers Alexandrie, ou même au sud d'Antioche. Là, on peut avoir des tempêtes de sable carrément qui influent sur le temps de trajet. Et ça, il faut pouvoir aussi le prendre en compte finalement. Et puis il y a un dernier truc que va pas prendre en compte Orbis malheureusement, c'est comme on l'a indiqué tout à l'heure, le temps de repos. Et le temps de repos, c'est le temps du voyage, clairement aussi. Et ça, il faut pouvoir le compter dans la durée du parcours, les pauses qu'on va pouvoir faire durant le trajet. Donc tout ça fait que là si on revient donc sur le trajet, le fastest de Lutèce Massilia, hop, voilà, il nous dit qu'on met 22,8 jours, donc presque 23 jours pour relier Paris à Marseille. Il faut le prendre avec des pincettes. Ça, c'est dans un résultat optimal de voyage, mais ça prend pas en compte le temps de repos ou pour le coup les différentes limites qu'on vient d'exposer. Donc ça peut prendre plus que 23 jours. Voilà. Mais grosso modo, ça nous donne quand même une idée qu'on peut se faire de la représentation de ce voyage-là. Et je trouve que c'est déjà plutôt pas mal, hein, honnêtement. C'est plutôt cool de pouvoir se servir de tout ça gratos sur Internet. Il y a plein d'outils comme ça, incroyables, enfin vraiment génial, qui existent sur Internet. Et j'ai envie de remercier les gars à Stanford qui se sont penchés là-dessus, parce que c'est vraiment super intéressant. Ça peut servir dans plein de cadres. Voilà, donc j'espère en tout cas que cette découverte d'Orbis et du voyage dans l'Empire romain vous a plu. C'est mon premier épisode en live sur Twitch, et j'espère que c'était bien. Je sais que je me disperse peut-être un peu, il y a peut-être des redites, etc. C'est pas over évident non plus, mais voilà, je trouve que c'est assez intéressant. En tout cas, voilà, si ça vous tente, on refera, je pense, ce genre d'épisode, parce que c'est super intéressant. Quoi qu'il en soit, si vous êtes sur YouTube en train de regarder donc cette rediffusion, n'hésitez pas à me suivre sur Twitch. On fait plein de trucs sympas, en général le mardi et le vendredi. Et mais donc sur cette chaîne, on y fait pas mal de choses, les épisodes en live bien évidemment, mais on peut faire aussi pas mal de gaming, et là je joue à plein de trucs, hein, ce qui me fait plaisir clairement. Donc en ce moment on s'est remis sur Minecraft, mais on fait du Total War, notamment du Medieval 2 Total War, parce que j'aime beaucoup ce jeu. On fait des jeux comme Mysterium, hein, des jeux de plateau qui ont été adaptés en PC et qui sont vraiment super bien. On peut faire du FPS, on peut faire plein de choses, des jeux de bagnole, enfin, vraiment de tout. Moi je suis très ouvert, j'aime beaucoup le jeu vidéo, donc on peut s'amuser. On peut faire du talk aussi, parler tout simplement de la chaîne, des coulisses de la chaîne. Hier on a fait du Minecraft en parlant pour le coup du dessous de la chaîne d'un point de vue économique. C'est aussi intéressant, vous pouvez poser vos questions. C'est un moyen finalement de tous échanger ensemble, et puis de découvrir plein de trucs. Moi en tout cas c'est une approche que j'aime bien aussi, Twitch. Je sais pas vous qui êtes là sur Twitch ce que vous en pensez, mais j'aime bien cette interaction là aussi. On a souvent tendance à dire que YouTube, on avait souvent tendance à dire que YouTube c'est vachement bien parce que c'est horizontal, ça permet de communiquer avec tout le monde, ça met tout le monde sur un même pied d'égalité. En fait c'est un peu faux, hein. C'est-à-dire que moi arriver sur des communautés pareilles, là la chaîne a 1,3 million d'abonnés au moment où je fais cette vidéo, c'est très compliqué parfois de suivre tous les commentaires. J'essaye d'en lire un maximum, mais parfois je ne peux même pas lire tous les commentaires tellement il y en a, et encore moins y réagir ou y répondre. Il y en a que quelques-uns où je peux répondre, mais c'est très compliqué, et du coup la Twitch ça donne l'occasion d'être tous ensemble en même temps en direct, de parfois pouvoir avoir des réponses du tac au tac, où je lis le chat, et je trouve que c'est hyper plaisant. On est dans une autre relation. Je retrouve un petit peu ce que j'avais au début de YouTube parfois, où il y avait cette relation parfois un peu plus proche avec la communauté. Donc voilà, moi ça me fait plaisir de vous retrouver sur Twitch. Donc j'espère que voilà, si vous êtes sur YouTube actuellement, rejoignez-nous sur Twitch et followez leur chaîne, parce que c'est important. Sinon, on se retrouve très bientôt pour un autre épisode sur Nota Bene. La production continue durant tout l'été avec plein de surprises. Et puis écoutez, voilà, je crois que j'ai dit tout ce que je voulais dire. En tout cas, on pourra se retrouver très bientôt sur YouTube ou sur Twitch, même pourquoi pas faire des interviews d'historiens, hein, qui sait, voilà, en septembre il y aura peut-être une très belle surprise là-dessus. Je vous fais des gros bisous,
à la prochaine. Salut!